Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau lundi. On vient d'entendre à l'instant à l'antenne penser à covoiturer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Philippe David tous les jours? On covoiture. On covoiture. D'ailleurs, ça va, Philippe David? C'est très bien. D'ailleurs, c'est vous qui êtes à la place de la conductrice. Non, pas tout le temps. Si vous êtes à gauche et moi à droite, sauf si on était en Angleterre. Ah bah ouais, une fois on est en Angleterre, une fois on est en France. All right. Happy to see you today. On the 10th of March. Yeah, of course. What do you want for you? Heureux de vous voir le 10 mars. Évitons de parler anglais parce que si je me mets à parler de tout le mal que je pense de World Rugby qui nous a cité aucun joueur irlandais à comparaître après les blessures Arrête de casser mon coup de gueule, mais non, mais. Non, mais j'ai pas cassé, non, mais j'ai dit que là, je baissais la pression. Je l'ai dit comme ça, ça va mieux. Je peux évacuer avec vous aussi. Ouais. Voilà, ça m'énerve, ça m'énerve. Mettez-vous sur le Chers canapé, amis, je vous psychanalyserai. Tout à l'heure, une thérapie de groupe. Vous voulez en faire partie? Sachez qu'il faudra que vous vous asseyez dans un endroit confortable. Regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous nargue. Mais bien sûr qu'il vous nargue. Mais il nous nargue. Bien entendu. Il exagère, il est gonflé, Maxou. God save the Queen. Ça fait The King. Moi, j'ai envie de dire God save les vraies voix, bien entendu. Bravo. Bien sûr, puisqu'on va retourner dans cette émission. Nous en parlerons bien sûr de ce rugby. Vous savez que la radio Sud Radio est la radio du rugby. Donc les meilleurs commentaires sont chez nous. À part tout à l'heure avec Françoise de Gois et Philippe Bilger. Je vous le dis tout de suite. Et Philippe David, pardon, excusez-moi. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le président Macron a-t-il dramatisé le danger russe au-delà du nécessaire? C'est la petite musique qui monte dans une partie des oppositions. Par exemple, David Lisnard ou Henri Guénaud lui reprochent une posture basée sur la peur. Alors parlons vrai. Est-ce qu'après Marine Le Pen et le Covid, Macron joue encore sur nos peurs? Et à cette question, Ukraine, Macron joue-t-il sur nos peurs? Je ne peux pas vous donner de score puisqu'il y a une panne mondiale de Twitter, mais vous pouvez quand même voter si vous y arrivez. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Sinon, appelez directement Elon Musk pour lui poser la question. Magali, ça sent le hacker quand même, non? Oui, ça sent un petit peu le hacker. Magali Vincent sera avec nous, communicante politique et présidente de l'agence de communication. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Près d'1 millier de civils tués à l'ouest de Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'un nettoyage ethnique. Des Alaouites, des chrétiens semblent avoir été ciblés en représailles après une insurrection des partisans de l'ancien régime El-Assad. Alors parlons vrai. Est-ce que les pays occidentaux ont été naïfs en saluant à l'arrivée au pouvoir du nouveau régime syrien? Et à cette question, la Syrie est-elle tombée aux mains des islamistes? Vous pouvez voter sur Twitter, mais surtout vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Notre invité sera Randa Kassis, présidente de la plateforme Astana, auteur des livres Le chaos syrien, coécrit avec Alexandre Delval. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec un Philippe Bilger qui commence à se déshabiller, c'est plutôt une bonne nouvelle. Magnifique. Qui nous montre son postérieur. Voilà. Pas donné C'est ça. une minute de joie. Quel bel homme. Mon Dieu. Quel pectoraux. Quel postérieur, Mais Philippe. rien à côté de moi. Ouais. Non, vous connaissez pas, vous êtes trop jeune. Mais j'ai pas entendu. Ravalone, c'était un grand acteur italien. Italien. Ralph Vallone était absolument magnifique. Ralph Vallone, j'avais compris Ravalone. Oui, moi, Ralph Vallone. Moi, j'avais compris Ravalone. Dans Thérèse Raquin, il est très bon. Thérèse Raquin, c'est un roman de Zola. Zola, oui, non merci, C'est pas vrai. J'avais jamais fait le lien. Non, je plaisante. Non, je m'adressais à notre amie. Françoise de Gois est avec nous. Bonsoir Françoise. Amie de la poésie, de la culture, bonjour. Bonsoir. Nous recevons ce soir Philippe David, un auteur pour son dernier recueil de poésie. Et J'aime la saucisse. Et notre troisième vraie voix du jour. Libre. Un esprit qui soigne les autres esprits. Jean Dorido est avec nous. Oui. Il y a du boulot, je peux vous dire qu'il y a du Vous job. présumez que l'esprit lui-même est serein. Non mais d'abord on se soigne soi-même avant de savoir soigner les autres. On essaye. On essaye. Enfin, il y a encore du Il travail. est content du compliment. Oui, ça fait du bien. Oui, je peux pas Vous avez vu cette peste jalouse? Vous avez vu Philippe Bilger qui ne supporte pas que vous fassiez un compliment à quelqu'un d'autre? C'est les psychologues. J'ai du mal. Il a du mal avec les psychologues. Avec les psychologues. J'ai du mal avec les professions qui nous empêchent de faire nous-mêmes ce qu'ils prétendent nous enseigner. Je veux dire, vu tous les psychologues qui ont échoué avec Bilger, je comprends qu'ils les aiment pas. Les amis, nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes habités par Gérald qui est avec nous, qui nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald.
Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Eh bien, Bonsoir, très Gérald. bien. Vous n'êtes pas psychologue par hasard? Non, mais j'ai bossé en psychiatrie pendant 10 ans. Voilà. Alors, On a du client, hein, Gérald. Gérald, j'allais vous le dire, vous avez des clients ici. Je vous fais vous dire, apparemment, il y a plusieurs pathologies là. Oui, c'est un peu. Bon, voilà, c'est ça. C'est un peu médical aujourd'hui. Eh ben, vous allez nous parler d'un sujet important. Vous revoilez sur les fermetures des EHPAD publics, de plus en plus nombreux, un peu partout en France. Absolument. En fait, on n'a plus le droit des dieux. Hein. C'est ce qui me gêne beaucoup. Les EHPAD, en fait, moi, j'en parle en connaissance de cause parce que j'habite dans un petit village pas loin et on n'arrête pas pour faute soi-disant de moyens et surtout finances. On ferme de plus en plus d'EHPAD et la question est posée, on va mettre où les papis, les mamies, parce que tout le monde n'a pas les moyens, je dirais, d'aller dans un EHPAD privé qui coûte très très cher. Donc on préfère fermer des EHPAD, mais on fait quoi après pour les pépés, les mémés? On les met quoi dans la rue? On les met en fauteuil roulant, on les pousse pour que ça aille plus vite, parce que comme ça on n'aura plus besoin de les soigner. Et ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que je vais aller sur un autre sujet très rapide. 43 000 lits d'hôpitaux fermés en France depuis 10 ans. Là, pour les EHPAD, on n'est pas loin, je dirais, de ne plus avoir d'EHPAD publics, je parle, soyons clairs, publics. Parce que les EHPAD privés, effectivement, attendent avec une grande impatience que les pépés, les mémés, ou les gens en âge d'aller dans les EHPAD viennent. Mais quand il faut mettre minimum 2500 ou 3000 euros par mois, très honnêtement, je vois pas qui pourrait. C'est pas la grande majorité. Hein. Non. Et puis, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'avant, on parlait bien de maison de retraite. Maintenant, on parle d'EHPAD. Et pour moi, la maison de retraite, c'était un mot très important. Ça veut dire que vous aviez travaillé beaucoup plus humble. Voilà, et vous aviez le droit d'avoir à terminer votre vie dans des conditions correctes, avec des soins corrects, avec une équipe correcte. Là, maintenant, il n'y a plus rien de ça. C'est terrifiant. Voilà. Il y a beaucoup de EHPAD qui ont fermé en 2024 dans les Hauts-de-France. Malheureusement, on n'a pas le temps de commenter puisqu'on est très en retard. Mais vous n'irez pas, vous êtes trop jeune, vous irez en psychiatrie, toute l'équipe. Je l'adore. Et c'est un praticien qui le dit. Quand il a dit Gérald, quand vous dites vous tous, vous parlez pas de moi, bien entendu, vous m'excluez de ce clan. Non, mais je sais très bien que vous êtes jeune et belle, vous avez encore 2-3 ans. Il est bon, le Gérald. Hein. Mais Gérald, je suis désolée, mais il sait me parler, Gérald. Voilà, c'est tout, voilà. ça y est. Je ne sais pas s'il était compétent en psychiatrie, mais Sur le diagnostic, on peut le faire. Dis-toi, ça fait plusieurs fois que vous commencez à me banner, là. Ok. C'est noté, Philippe David. Gérald, vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Excellent. C'est Jacques Pessis. Sud Radio. 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est incroyable, mais c'est vrai car nous parlons vrai. Continuez ainsi, vous êtes la clé de notre succès. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, mesdames et messieurs. On a parlé il y a quelques instants avec notre auditeur, Gérald, qui nous a mis, pardon d'être, je vais parler de mal, un bordel. Il excite les passions. Mais là, je peux vous dire, il y a psychologie, psychiatrie, il y a psychanalyse. Et on se bat pour savoir qu'est-ce qui est mieux. C'est ça. Je me demande si je vais rester. Moi, je me sens mal à l'aise. Vous me faites peur. Allez, les amis, autour de cette table, Philippe Bilger avec Françoise Degois et notre ami Jean Dorido. Et Félix Mathieu est avec nous, les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on? Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. On va parler de ce plan d'adaptation au réchauffement climatique avec une hypothèse de 4 degrés, plan présenté aujourd'hui par le gouvernement. On va parler aussi du procès pour harcèlement de l'enseignante d'Evaël. Et puis de cette collision impressionnante entre un cargo et un pétrolier au large de la mer du Nord. 32 blessés, un risque de pollution en cours d'évaluation. En 3 mots, réchauffement, harcèlement et collision. On en parle dans un instant. En attendant, Philippe Bilger est avec nous. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir monsieur le procureur. Alors ça a changé de sujet en dernière minute et ça n'a pas été imprimé sur la maternité qui a bouleversé la vie et l'engagement politique d'Aurore Berger.
Félix, qui a beaucoup d'influence sur moi, m'a demandé avec justesse une inversion de mes sujets. Et donc j'ai accepté, évidemment, volontiers. Mais au dernier moment... C'était à quelle heure, s'il vous plaît? Il y a 5h moins 5. Moins 5, hein, même. Voilà. Non, mais parlons vrai, il y a marqué sur le Voilà. Et donc, c'est un sujet très sérieux qui, manifestement, suscite un intérêt général. Regardez, mais je vous regarde, je bois vos paroles. On recommence pas comme avec Retailleau. Non, Aurore Berger, dans un livre, a indiqué à quel point la maternité avait bouleversé sa vie et son engagement politique. Et je pourrais développer longuement... En effet, les bienfaits qu'apporte la maternité à des personnalités qui, avant de l'avoir découverte, pouvaient se sentir moins accordées à la vie. Et elle raconte ça très bien dans son livre. Et d'ailleurs, on la voit lorsqu'on l'a un peu connue avant sa maternité et qu'on la découvre après, ça n'est plus, me semble-t-il, le même être. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle dit cette évidence que ça change la vie. Ça, oui. C'est incontestable, mais même l'engagement politique, parce que probablement, il me semble que ça apporte plus de douceur, d'écoute, d'équilibre, de sérénité. En tout cas, je l'espère. Moi, je trouve que on enfonce un peu les portes ouvertes, parce que le nombre de femmes politiques qui ont eu des enfants et qui ont changé leur vie par rapport à leurs enfants. Moi, j'ai adoré, par exemple, pour le 8 mars, c'est pas ma cam, Agnès Pannier-Runacher, mais elle a fait un truc absolument génial. Les 3 femmes que j'admire le plus, et la dernière, c'est sa fille. Elle parle de son enfant qui fait des études de médecine. Moi, je trouve que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. En quoi? Oui, ok, la maternité, évidemment, ça change, et évidemment, ça change la vie d'une femme politique. Moi, Non, mais je ne prétendais pas innover, ma chère Françoise. Non, mais c'est pas vous qui prétendiez innover, mais c'est que je ne comprends pas le sens. Chez Aurore Berger, oui. C'est très net, hein. C'est très intéressant parce qu'elle n'était pas un monstre apparemment avant de tendresse, de velouté. Vous croyez qu'elle est veloutée désormais, Aurore Berger? Non, mais soyez... Enfin... Je pense que ça l'a beaucoup adouci. D'accord. Jean de Rideau. Mais c'est toujours intéressant de partager un témoignage. Je suis d'accord. Oui, non, mais c'est intéressant. Et puis pour tenter de positiver sur cette intervention, c'est un fait que ça fait plaisir d'entendre des responsables politiques qui parlent positivement de la maternité. C'est un fait qu'il y a une enfance maltraitée en France qui existe. Il y a des parents défaillants, des parents maltraitants, et on ne dira jamais assez à quel point, oui, c'est sensationnel d'avoir des enfants, de s'en occuper correctement et de leur offrir bien sûr le meilleur. Et collectivement, on souhaite justement que ce pays avance sur le bon chemin pour que nos enfants héritent d'un pays dans lequel il fait bon vivre. Dans le cas de Philippe Bilger, ce que dit Aurore Berger, qui avait l'air d'être assez tournée sur elle-même, c'est ça aussi dans la politique, de sa carrière, de ses envies d'évolution. Peut-être que là, effectivement, elle sera plus au service de l'autre. Quelque chose. Moi, regardez, il n'y a pas que la psychanalyse qui a changé ma vie en bien mieux. Il y a aussi la paternité. Non, mais on est d'accord. Mais j'entends tout ce que vous dites, mais la réalité, si vous voulez, c'est que la plupart des femmes politiques qui ont des enfants, eh bien, c'est aussi très compliqué. Et vous verrez que c'est très rare. Françoise, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est à lui que je réponds. Ce que je dis, c'est que Aurore Berger, qui est toujours au taquet, elle montre une faiblesse et une faille due à la maternité. Et je trouve ça plutôt élégant de le faire. Sympa. Voilà. Vous avez parfaitement compris mon point de vue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Jouer d'où violent, il y a mais peu importe, Françoise, il m'a compris. Je vous ai compris. Les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont réchauffement, harcèlement et collision. Comment gérer une France à plus 4 degrés? Le gouvernement présente 52 mesures qui vont du risque incendie de forêt au logement, des travailleurs exposés aux canicules, au fonds Barnier pour les catastrophes naturelles, en passant par l'adaptation de l'agriculture. Le harcèlement scolaire tue, lance l'avocate de la famille d'Evaël à l'ouverture du procès de sa professeure de français, 6 ans après le suicide de la collégienne de 11 ans. Et puis cette collision impressionnante entre un pétrolier et un cargo au large du nord-est de l'Angleterre, 32 blessés, des flammes visibles de très loin, d'énormes panaches de fumée et un risque pollution en cours d'évaluation. Les vraies voix Sud Radio.
Plus 1,5 degré, ça va déjà pas. Plus 4 degrés, bonjour les dégâts. Ce matin, le gouvernement présentait son plan d'adaptation au réchauffement climatique. 52 mesures pour faire face à un scénario à plus 4 degrés. Donc avec cette idée qu'1 euro investi dans l'adaptation, c'est 8 euros d'économiser dans la réparation des dégâts futurs. Le fonds Barnier pour aider les collectivités, par exemple. Ce fonds Barnier va faire face, qui permet de faire face aux catastrophes naturelles. Il sera porté à 300 millions d'euros. Insuffisant, réagit déjà la Fédération France Assureurs. Adaptation, en tout cas, c'est le maître mot de la plupart des chantiers annoncés ce matin, de la construction de logements à la prévention incendie de forêt, en passant par les protections des écoliers l'été ou des travailleurs exposés lors des canicules. L'agriculture aussi devra s'adapter, explique la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Je veux d'abord que nous accélérions l'acquisition des connaissances sur l'impact du dérèglement climatique dans le secteur agricole et que nous adaptions les formations en conséquence. Ensuite, je veux mener un travail avec ma collègue Annie Genevard pour assurer un accompagnement efficace des exploitations agricoles, des filières et de l'industrie agroalimentaire face aux aléas climatiques, tout en poursuivant la transition de notre agriculture. Agnès Pannier-Runacher pour ce nouveau plan d'adaptation au changement climatique qui entend sonner donc la mobilisation sur l'agriculture, mais aussi dans les zones très touchées comme les forêts, les littoraux et puis évidemment les montagnes qui devront au passage repenser aussi leur modèle économique. Françoise Degois. Oui, juste je voulais signaler que c'est vraiment très bien enfin que ça arrive. Vous savez qu'aux États-Unis, une ville comme Phoenix, en Arizona, oui. commence déjà à réfléchir carrément au déménagement en fait de la ville. Il y a des endroits sur cette planète dans 50 ans où on ne pourra absolument plus vivre, peut-être même avant. Vous avez vu ce super papier Phoenix, Vegas, Las Vegas et tout ça. Exactement, vous avez raison, il y a Las Vegas aussi. Ce super papier où vous allez avoir les migrations en plus de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. Vous avez aujourd'hui en Sicile, que je connais bien, vous ne pouvez plus, ça n'arrive jamais, mais maintenant on est à 50 degrés à Palerme en été ou 50 degrés à Cagliari en Sardaigne. Même le vent marin n'arrive plus, si vous voulez. Donc vous avez même maintenant des vignes qui crèvent sur pied en Sicile et ces plantations, on peut les retrouver en Suède. Donc il y a un vrai sujet. Pardon. Le deuxième mot, harcèlement avec l'ouverture du procès de l'ancienne professeure de français d'Eva Hael. La collégienne de 11 ans s'était suicidée en 2019. Depuis ce matin, le tribunal de Pontoise dans le Val d'Oise examine la carrière de l'enseignante et entend des témoins. Une professeure de français sérieuse et dynamique selon sa hiérarchie, mais jugée cassante et tranchante par certains anciens collègues. Si la prévenue réfute tout harcèlement, l'avocate des parents d'Eva Hael, maître Delphine Meillet, n'a aucun doute à ce sujet. Elle les humiliait, elle les stigmatisait, elle en choisissait 2 ou 3 par classe, tous les ans, dans toutes ses classes. Et nous avons malheureusement une infinité de témoignages qui évoquent cette humiliation. Nous souhaiterions que ça serve d'exemple, mais le sujet, c'est surtout que cette enseignante réalise qu'elle a commis des erreurs, réalise qu'elle a commis un harcèlement scolaire à l'égard d'Eva Hael et que ce harcèlement scolaire peut tuer. Vous avez une petite fille de 11 ans qui s'est suicidée. Le harcèlement scolaire tue. Maître Delphine Meillet explique aussi au micro de l'AFP d'ailleurs que l'enseignante sera jugée pour harcèlement moral puisque le délit de harcèlement scolaire n'avait pas encore été créé à l'époque des faits. Jean Dorédo. Oui, non, écoutez, c'est une affaire, si j'ose dire, espérons qu'elle va faire date. Voilà, on attend avec impatience justement le jugement parce que c'est un fait. Je crois que nous sommes très très nombreuses et nombreux à avoir connu des professeurs humiliants, cassants. Il y a des professeurs sensationnels qui vous changent positivement la vie. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai combien de patientes et de patients qui me racontent des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont encore traumatisés par les humiliations subies en classe. Mon prof de maths, quand j'arrivais en classe, il me regardait, il me disait: Doménibus, la chasse d'eau pour vous. Non, moi j'ai entendu un professeur dire à un gamin votre mère aurait mieux fait de faire une fausse couche, voyez, en 5e, voyez, mais des trucs qui sont à vomir. Et donc il est urgent qu'il y ait un ménage qui soit fait, parce que c'est un fait. Aujourd'hui, un professeur, il est tout puissant dans sa classe. Il n'a pas de contrôle, si vous voulez, interne. Il fait absolument ce qu'il veut et vraiment puisse la mémoire de cette jeune Eva Hael servir d'exemple. Des bémols tout à l'heure. Allez, troisième mot, cette collision impressionnante en mer du Nord. Collision entre un pétrolier et un cargo au large des côtes du Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre, avec des panaches de fumée, des flammes impressionnantes visibles loin d'ailleurs autour des 2 bateaux depuis les vaisseaux des secouristes. L'accident a fait 32 blessés. Tout l'équipage du pétrolier américain Stan Immatriculate est en vie, annonce l'armateur du bateau cet après-midi. Le risque de pollution est en cours d'évaluation, évidemment, puisqu'on parle d'un pétrolier notamment. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez. Je m'en remets pas, la chasse d'eau, là, vous. Oui, c'est hard. En attendant,
du bonheur, de la joie, puisque c'est le moment pour vous de remporter un très joli cadeau et de jouer avec nous, hein, les vraies voix sur Sud Radio. Vous aurez aussi la possibilité de jouer aussi dans le Grand Matin Sud Radio, et pour l'instant c'est chez nous. Pour gagner donc un pack Lexon avec des objets design et connectés, des bubble lamps, une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique, des radios Taiko, des enceintes Bluetooth, Mino T, le Mac Bank, une batterie sans fil externe, compacte et magnétique. En tout cas, pas mal de cadeaux. C'est facile, le 0826 300 300. Françoise, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. Le 7. 7e appel au standard. Vous avez 7 minutes, c'est clair? Et c'est un joli cadeau, bien entendu, offert par Sud Radio et Lexon. Vous restez avec nous. Dans un instant, le grand débat du jour. Nous allons revenir sur Emmanuel Macron, qui a, si je retrouve ma feuille, exagéré ou pas sur la menace russe. C'est une question à une partie des oppositions. David Lisnard et Henri Guénaud l'accusent d'entretenir la peur. Alors parlons vrai. Est-ce qu'après Marine Le Pen et le Covid, Macron joue encore avec nos peurs? Et à cette question, Ukraine, Macron joue-t-il sur nos peurs? On n'a pas les résultats Twitter comme il y a une panne, mais vous pouvez toujours réagir au 0826 300 300. Magali Vicente est avec nous, hein, communicante politique et présidente de l'agence de communication Lidon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonjour. Question courte, sommes-nous dans une manipulation émotionnelle? Oui, permanente. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Il y a un petit côté psy là aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix en pleine psychologie, psychiatrie aujourd'hui, c'est fou, ça fait remonter des choses. Parce qu'il y a Jean qui est là. Il se passe un truc, c'est un fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas le cas d'habitude. C'est différent, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. En tout cas, Jean, si jamais vous prenez quelque chose pour la consultation, bien entendu, n'oubliez pas de reverser aux enfants pauvres de Cécile de Ménibus et Philippe David. Entre l'URSSAF et la CIPAV, je peux vous dire que je reverse beaucoup déjà. Écoute, c'est pas assez. Voilà. Tout de suite, chers amis, on vous souhaite la bienvenue, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La France a peur. Et moi, quand j'entends M. Macron hier, qui visiblement s'ennuie depuis la dissolution ratée qu'il a décidé et qui veut exister en faisant peur aux Français. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? La politique de la peur marche toujours. La politique de la peur, c'est la meilleure façon de faire obéir les gens. Mais vous êtes un trouillard. Je vous le dis avec beaucoup de conviction. N'ayons pas peur. Et le président Macron a-t-il dramatisé le danger russe au-delà du nécessaire? C'est la petite musique qui monte dans une partie des oppositions. Par exemple, David Lisnard ou Henri Guénaud lui reprochent une posture basée sur la peur. Alors parlons vrai. Est-ce que Henri Guénaud a raison quand il dit, je cite, la peur ça marche toujours, c'est le meilleur moyen de faire obéir les gens? Et à cette question, Ukraine, Macron joue-t-il sur nos peurs? Et comme Twitter remarche, je vous donne le score, vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Les 3% courageux, je vous soutiens parce que moi je vais dire non, mais. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et n'ayez pas peur d'appeler Aude adorable. Magali Vicente est avec nous. Je ne sais pas si on dit Vicente ou Vicente, on dit pardon. Vicente, très bien, communicante politique et présidente de l'agence communication Lidon. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Philippe Bilger. J'ai envie un petit peu de défendre Emmanuel Macron parce que reprocher à un président de faire une politique pour la peur, c'est un peu aussi une banalité, un poncif. Je veux dire, Emmanuel Macron, on peut tout lui reprocher, mais là je sais que je suis en accord avec Françoise, donc j'en conclus que je dois avoir raison, c'est le fait que en réalité sur l'Ukraine, il a pratiquement fait un sans faute. Alors j'admets que dans son dernier discours, il a fait non pas une politique pour la peur, non pas un propos pour effrayer, mais il a sans doute exagéré la dramatisation pour deux raisons. D'abord parce que il ne mesure très lucidement le degré de courage collectif du peuple français, qui n'est pas emballé par l'Ukraine et qui commence très sérieusement à être lassé par cette cause
qu'il ne comprend plus très bien. Et deuxième élément, c'est qu'il a besoin de rappeler à quel point, avec les bouleversements du monde Poutine-Trump, à quel point il y a une injustice, il y a un scandale, et de l'autre côté, il y a une victime. Et donc, je serais plus nuancé que l'interrogation de Sud Radio peut le laisser apparaître, que je ne critique naturellement pas. Mais vous avez le droit. Françoise Degois. Moi, je pense, je fais partie des 3%. Je pense qu'avec Philippe, alors il est peut-être pas aussi, il fait une séquence parfaite, et je trouve que pour la première fois, justement, il est pas dans sa propre caricature. On n'a pas eu le Macron avec un air guerrier, dramatique, etc. Moi, je trouve qu'il a justement essayé de réfréner une forme de dramaturgie. J'entends tout le discours, mais c'est le discours du Rassemblement national. Il faut bémoliser la menace Poutine. Tout le discours consiste à bémoliser Vladimir Poutine. Je ne vois pas où comment dirais-je, Philippe. Il n'y a pas que le RN, Lisnard aujourd'hui, Guénaud aujourd'hui, d'autres. La droite, les souverainistes. Ben oui, c'est toujours les mêmes en fait, en réalité. Lisnard, il a raison en général. Non, mais c'est la droite et l'extrême droite. Voilà, on bémolise, et on essaie de dériver et de dévier sur l'Algérie, la vraie menace. Moi, il me semble quand même, globalement, je ne vois pas où Philippe dit que les gens en ont marre. Moi, je vois tous les sondages. Les gens, j'ai vu 70% des Français qui sont pour qu'on réinstaure le service militaire. Je suis tombé de l'arbre. Le sondage qui est sorti hier, c'est incroyable. Ça veut dire que les gens s'y intéressent. Et Macron est plébiscité entre 65 et 70% par les sondages. Donc, on peut pas utiliser les sondages quand ils nous arrangent ou quand ils nous arrangent pas. Moi, je crois vraiment que, pour le coup, sur tout le reste, il est tellement erratique. Je trouve que vraiment sur l'Ukraine, c'est parfait. Jean Dorido. Pour le coup, ce point de vue du psy, c'est un fait, oui, c'est un monsieur qui aime utiliser la peur comme levier. Ça, c'est un fait que depuis toujours, son argument majeur, c'est la peur. La peur du Rassemblement national lors de sa première élection en 2017 et de la seconde en 2022. La peur du Covid, nous sommes en guerre. Là, aujourd'hui, c'est effectivement la peur d'un ennemi russe. Moi, à ma connaissance, je lis la presse, la Russie n'a pas déclaré la guerre à la France. Je n'ai jamais entendu les autorités russes dire qu'elles voulaient remonter jusqu'à Paris. Je crois que même dans le projet poutinien, il n'est pas question d'annexer l'Europe de l'Ouest. Et c'est un fait que je lui ai trouvé des airs extrêmement solennels, effectivement, très anxiogènes. En même temps, si la Russie disait la vérité quand il parle, c'est un fait que depuis toujours, les grandes puissances sur cette terre se font des coups bas, se font des sales coups. On a des espions russes, des espions américains depuis toujours sur le territoire français. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que c'est étrange. Et puis, le dernier point, il est vraiment difficile à suivre notre président, parce que c'est quand même un monsieur qui a commencé son tout premier mandat en virant le chef des armées, parce que donc il n'était pas OK sur le budget militaire nécessaire. Et puis, c'est vraiment la girouette qui tourne dans le sens du vent. Là, tout d'un coup, on n'a pas d'argent pour faire des écoles, pour faire des hôpitaux, pour payer des soignants. Mais là, tout d'un coup, en 15 jours, on va faire des armes. Magali Vicenne, vous êtes communicante politique, présidente de l'agence de communication Lidon. On se souvient, il y a quelque temps, d'Emmanuel Macron en combinaison de pilote à Istres. On le revoit avec le t-shirt du CPA-10, le commando parachutiste de l'air, une unité de super élite des forces spéciales dans l'Élysée. Est-ce que quelque part, là je vais faire de la psychologie, il n'a pas vraiment envie d'être un chef de guerre quelque part? Chef de guerre, de toute façon, oui, je pense qu'il l'a toujours et c'est dans sa tête. Et vraiment, il faut prendre en considération une chose. Vous savez, Machiavel disait, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. L'outil de manipulation des masses a toujours été utilisé par les plus puissants. Et après, on est manipulé par la peur en permanence, mais pas que de la part des puissants et des dirigeants. On est aussi manipulé par notre propre peur. C'est aussi pour ça que c'est un levier très efficace pour les politiques aujourd'hui. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est complètement contraire à la notion de raison. Quand vous êtes sur la dimension émotionnelle et guidé par la peur, vous n'êtes plus dans le champ rationnel. Donc, résultat, vous êtes guidé par votre champ émotionnel qui vous fait complètement allié à la cause qui est défendue. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a peur, sécurité, liberté. Ce sont trois mots qui sont associés, quelles que soient les peurs. Donc, pourquoi on utilise la peur? Eh bien, parce que au motif de votre propre sécurité, eh bien, on va lancer un certain nombre d'actions pour limiter votre liberté. C'est comme ça que ça fonctionne, le champ de manipulation par la peur.
Françoise de Gouache. Oui, moi je trouve, j'entends, on connaît tous ces mécaniques de la peur, elles sont à l'œuvre à chaque fois qu'une dictature accède au pouvoir, c'est pas ça le sujet. Là, enfin non, ça s'est passé sous le Covid. Non, mais je vous explique. Peur, sécurité, liberté. Je voudrais terminer, soyez sympa. Écoutez, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais le Covid, oui, d'accord, ok. Eh ben, n'empêche que le Covid, heureusement que l'Europe a confiné. Heureusement qu'on a eu peur, mais sérieusement. Mais heureusement qu'on a eu peur. Moi j'étais entre la France et l'Italie, vous en souvenez? Les Italiens qui ont pris la première vague, ils mouraient comme des mouches. Je suis désolé de vous le dire, les gens tombaient comme des mouches. Moi, ce procès qui est fait à l'ensemble des dirigeants du monde tout court, y compris des Chinois, des Japonais, sur oui, vous avez joué avec les peurs. Mais heureusement qu'on a eu peur. Heureusement qu'on a pris ce truc-là au sérieux. Mais merci beaucoup. Et sur la légèreté, pardonnez-moi de vous le dire, on peut faire de la psychologie comme ça, et Jean, ça le fait marrer. On connaît tout ça. Non, mais on connaît tout ça en sciences politiques, Machiavel, c'est bon. On connaît parfaitement. Mais par contre, pardonnez-moi de vous le dire, je trouve quand même que bémoliser à ce point, euphémiser à ce point ce qu'est l'Empire russe, ce qu'est la psyché de Vladimir Poutine, quand tous les jours il teste les limites de l'OTAN, que ce soit en mer du Nord, que ce soit dans les airs, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le cyberharcèlement, il tue ses opposants, ce type. Moi j'étais en Russie le jour où Anna Politkovskaya a été abattue au pied de chez elle. Il tue ses opposants, ok? Il agresse un pays et on fait de la psychologie sur la peur. Moi je suis désolé, il n'y a pas de peur, il y a une réalité. Poutine est vraiment un danger pour l'Europe. Voilà, point. Magali. Pardon, mais en fait, en quoi parler de la peur et de la manipulation par la peur par nos dirigeants politiques français nous ferait dire que on est stupide et on n'a pas conscience. J'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Non, parce qu'en fait, on a une stigmatisation permanente parce que on parle de la manipulation par la peur et qu'on n'est pas forcément sur le même plan qu'Emmanuel Macron, eh bien, on est pro-Poutine. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai pas dit ça, c'est bien là tout le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi cette lucidité et la problématique qui vient, c'est cette notion d'infantilisation permanente de la population, de ne pas prendre en compte la menace russe telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on va défendre cette notion de oui, on est manipulé par la peur que l'on n'a pas conscience de la menace de Vladimir Poutine. Super, mais voilà, dites-le alors. Ben c'est super, mais vous ne l'avez pas dit au début, excusez-moi de vous le dire. Je ne comprends pas. Mais elle construit sa réponse. Il faut qu'elle puisse parler aussi. Oui, moi j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par manipulation par la peur? Je vois mal, en l'occurrence, qui manipule, et par la peur, je le vois encore moins de la part du président. C'est comme si derrière des discours nécessaires, il y avait en permanence une stratégie de l'intimidation ou, je dirais, d'une tactique qui relève d'une force de fraude démocratique. Moi, comment dirais-je, je ne parviens pas à comprendre, et je reprends ce qu'a dit Françoise, à partir du moment où les peurs qu'on évoque sont infiniment réelles, à partir de quel moment la manipulation commence, ou la sincérité d'un président qui peut exagérer la dramatisation, ou peut-être nous détourner de problèmes au moins aussi importants. Je l'admets, mais ça reste politique. Il n'y a pas derrière un procédé de république psychiatrique, me semble-t-il. C'est une question. Ah bah dis elle est un peu longue. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste que, si vous voulez, systématiquement, dans les discours du président, la manipulation par la peur, elle est utilisée. Mais elle a toujours été utilisée par les politiques. Et c'est pour ça que, en tant qu'individu, vous avez quelque part le devoir de comprendre, d'avoir cet esprit critique permanent, quels que soient les gens qui sont en face de vous, pour comprendre et avoir cette intelligence émotionnelle. Pourquoi l'intelligence émotionnelle aujourd'hui elle revient sur le sujet? C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que les émotions, pourquoi elles les mettent dans un état comme ça les met, pourquoi cette peur elle vient. Ils ne savent pas les comprendre et ils ne savent pas les gérer. Et c'est ce qui produit un certain nombre d'adhésions à des discours, à des process. Et c'est ce qui permet aux gens de suivre sans raison, c'est-à-dire sans avoir analysé la situation, sans avoir pris le temps de faire leur propre avis et de suivre en fait des directions qui sont imposées. Et donc les politiques utilisent la peur pour faire passer des messages et mettre en place derrière des process petit à petit pour habituer la population à faire passer un certain nombre de choses et surtout à les accepter. Allez, on part au 0826 300 300. Bonsoir Gérald. Bonsoir à toutes et tous.
Alors vous qui avez travaillé en psychiatrie, vous connaissez les névroses, les psychoses, bien évidemment. Votre avis sur ce sujet? Celle des vraies voix sûrement, mais pas celle des... Pauvérine. Alors, moi, j'ai entendu pas mal de choses là qui m'ont intéressé. Déjà, Macron utilise toujours la peur. Je vous rappelle quand même une phrase. Au moment du Covid, nous sommes en guerre. Depuis quand on était en guerre avec le Covid? Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Cette phrase, elle faisait flipper tout le monde. Là, en plus, il utilise maintenant des arguments qui sont toujours les siens, c'est-à-dire, on va être envahi par la Russie. Mais depuis quand? Depuis quand on va être envahi par la Russie? Mais il n'a pas dit ça, pardon. Qu'elle viendra à nos frontières. Gérald, Elle va être à nos frontières. Mais nos frontières, ça peut être la Pologne, ça peut être la Roumanie, sérieusement. Désolé, notre Pologne, c'est l'Alsace et l'Allemagne. Non, mais dans sa tête, c'était l'Ukraine. Oui. Bien sûr. Moi, je ne suis pas pro-Poutine. Soyons très clairs. Je suis pas pro-Poutine, je suis pas pro-Trump, etc. Maintenant, des guerres de pouvoir, il y a des guerres de pouvoir qui nous dépassent. D'accord? Quand Monsieur Macron intervient, il a toujours un discours extrêmement solennel, extrêmement grave. Il a toujours des positions, des postures, moi, qui me font pas rire, mais qui me font rire jaune. Dans le sens où, depuis justement l'envahissement de l'Ukraine, alors attention, effectivement, hein, il y a des morts, il y a des deux côtés, mais quand il parle de guerre, ça fait peur à tout le monde dans le sens où il est capable d'envoyer des gamins ou une troupe, soi-disant, pour aider l'Ukraine. Déjà, on n'a pas les moyens. Là, le premier point, il est là. Déjà, la guerre, elle peut pas se faire avec la France. On n'a plus d'armée, on n'a plus rien. On peut tenir 3 jours, je crois, et encore, je sais même pas. Donc, Monsieur Macron, moi, il me gêne beaucoup dans ses discours parce que il veut être un chef de guerre. Et un chef de guerre, c'est pas ça. Un chef de guerre, c'est quelqu'un qui a les moyens, d'une part, de faire peut-être une guerre, au départ, je dirais, morale et psychologique, mais pas une guerre avec des morts tout de suite. Maintenant, moi, je suis complètement effaré d'entendre que la Russie est dangereuse pour l'Europe ou la France. La Russie, elle s'en fout de l'Europe et de la France. Elle s'en fout complètement. Je veux dire que quel est l'intérêt pour la Russie d'envahir la France ou de la détruire? Macron l'a détruite, la France. Donc voilà. Voilà, ça c'est un autre sujet. Hein. Macron l'a détruite, la France. Gérald, après, moi je dis jamais rien, mais c'est vrai que quand on est en période de Covid et qu'on dit je suis en guerre, moi chacun le voit différemment. Moi je le vois. Attention, les hôpitaux vont être saturés. Attention, sur des similitudes qui pourraient être voilà. Mais bon, après le prisme est toujours un petit peu différent. Contre le Covid. Et puis une guerre contre le Covid. Gérald, en tout cas, vous restez avec nous. Merci beaucoup Magali Vicente, communicante politique et présidente de l'agence de communication Liden. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant le qui c'est qui l'a dit, nous voulions faire un grand plaisir à notre gagnant, à notre jeu. Et c'est Joël qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir au vrai voix. Salut Joël. On sent la joie dans la voix. J'aime cet accent du sud-ouest. C'est chez nous, mon vieux. C'est chez nous. En plus. Les Pyrénées. Magnifique. Arrêtez avec les Pyrénées. Et vous faites quoi dans la vie, Joël? Et je suis agriculteur. Bon métier. Et il est équilibré, lui. J'adore, dès qu'on dit agriculteur, on fait c'est dingue comment on aime cette Mon petit doigt profession. me dit que dans les Landes, vous faites du maïs ou du canard ou les deux? Les deux, effectivement. Donc voilà. Eh bien, en fait, on est en train de regarder ce qu'il y a dans la cagnotte pour vous. C'est-à-dire que là, vous savez quoi? Je suis en train de meubler. Là, je pense que je suis au 3e étage. J'ai fait la chambre, la salle de bain, j'ai tout meublé. Maxime, notre réalisateur. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Est-ce que on peut savoir ce qu'a gagné Joël? Il le saura en revenant avec Auto Standard. On peut lui dire on peut lui dire parce que nous on a l'info maintenant. C'est beau ça. Vous avez gagné, mon cher Philippe. Maxime, une MacBank. Alors la MacBank, c'est une batterie sans fil externe magnétique, ainsi qu'une enceinte Mino-T de chez Lexon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter sur votre enceinte avec la batterie Sud Radio en permanence en numérique. La batterie extérieure, c'est génial. La batterie sans fil. Et sur le tracteur, j'adore. Et Joël? Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. Mais j'attendais le cri de la joie, moi. Non, je vais pas faire de cri de joie. Joël, si, c'est obligé, c'est obligatoire. Allez-y. Youpi! Bravo.
Merci Joël, j'adore. On vous embrasse Merci. très Trop fort. fort, ce Joël. Et on est ravis avec Lexon et Sud Radio de vous avoir offert ce cadeau. Et puis on vous embrasse très fort dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Et on récupère Gérald dans un instant. À tout de suite. C'est Daniel Herrero. Sud Radio. Vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur YouTube. Merci de votre fidélité et à très vite sur Sud Radio, la fameuse radio du rugby. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vrais voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Enfin, si on s'est pas séparés avant, parce que là, il y a du débat en antenne. Et on a le fils, en plus, le fils de Jean Dorido, il est trop génial. Qu'est-ce parce que qu'il est j'apprends? merveilleux. Joseph est fort. Quoi, on a Mais le là, droit il y a de un fils de dire. qui l'a dit, mais il est parfait, mais ça, on le sait. Non, il est parfait, il est excellentissime. Bien joué, Joseph. Bah franchement. Non, mais il est mieux que le père. Mais non, mais personne n'est parfait, Non, c'est pas vrai. Le père À part est moi. très bon en rugby. Regarde comme il est beau, en plus de ça, cet enfant. Il est trop Non, beau, mais t'es sûr? arrêtez, non, mais Tu sais, arrêtez. Vous me Mais faites arrêtez rougir, les de amis. le Non, c'est pas ça. flatter comme C'est ça. pas que je le flatte pas. Non, parce que c'est le vrai sujet. C'est maman, c'est sûr, papa, peut-être. Tu vois, c'est ça, je voulais aller C'est sympa. Et sinon, au niveau de l'émission, on y retourne ou comment ça va parce que la personne sait qui est Joseph, hein, donc je vous le dis Le tout de fils suite. de Jean, je l'ai Oui. dit à l'instant. Oui, il y a d'autres choses dans le studio dont on voulait parler ou pas? Il y a La Maxime. tasse, après Joseph, après d'autres trucs. C'est bon, on peut y aller. J'adore. Gérald, c'est à vous de lancer le jingle. Allez, c'est parti pour le quiz Sud Radio et que le meilleur gagne et surtout moi. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, qui c'est qui l'a dit? La mairie de Paris lutte contre la voiture. Moi, je lutte contre la pollution. Ah oui. Gérald. Hidalgo ? Non. Non, j'ai entendu Ah bah ça. non. David Cormand? Non. Facile. Yannick Jadot? Bonne réponse. Valérie Pécresse. Bah oui. Patronne de la région. Valérie Pécresse, d'accord. On savait plus qu'elle existait, en Qui fait. c'est qui l'a dit? C'est le rôle du président de la République de faire appel à notre unité. La patrie, ce n'est pas simplement participer à une opération militaire. Gérald. Ah, c'est... oui. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je le... Ah bah il est lourd pourtant. Hein. Attention, ça va. Non. Sébastien. Larcher. Le Cornu, Barreau. Il est un peu moins lourd. Un peu moins lourd. Barreau. Il a été président. Bayrou. Non. Hollande. On l'a dit en même temps. Il l'a dit un poil d'avance. Ah non. Là, je ne permets plus les déloyautés dans ce jeu. D'ailleurs, il a été excellent hier, Hollande. Mais vote Qui Hollande, c'est et puis qui on l'a n'en parle dit? Vous ne pouvez pas demander à un peuple de faire la guerre s'il ne veut pas le faire. Je l'ai lu. Gérald. Moi aussi, je l'ai lu, je me souviens plus qui c'est. Mélenchon ? Non. On en a parlé tout à l'heure. Bompard. Mais non. Mais non. Bardella, non. Non. Avec David. David Lisnard. Non, bah l'autre. Non. David Douillet. Non. Bonne réponse, Henri Guénaud. Il l'a dit. Je l'ai dit. Non, il l'a dit avant. Je dis avant. Ah non, Mais il non, l'a dit avant. vous l'avez dit avant François Je l'ai pour le pas premier. entendu. Ben, Non, il l'a dit en premier. mettez Non, le il a casque. dit vraiment. Oui, il l'a vraiment dit. Oui, il l'a vraiment Arrêtez dit. de parler tous en même temps. Qui c'est qui l'a dit? Friedrich Merz va être un allié très structurant pour la France et l'Europe. Gérald. C'est facile, ça. Oh, ça pourrait être du... Roland Lescure. Non. Ça pourrait être du Barreau. Barreau. Bah, le Non. Cornu. Non. Non. Eh ben, Macron. Non, un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre. Barnier. Non. Un ancien Edouard Philippe. patron de Beauvau. Un ancien patron de Beauvau Eh aussi. ben, Sarkozy. Non. Ben, non. Bonne Valls. réponse de Françoise de Grave. Ça, au bout d'un... Un socialiste, évidemment. Me faire pour un socialiste, je te permets pas de nous insulter la comme dernière, ça. la dernière, les États-Unis ne sont plus tout à fait nos alliés, mais ce n'est pas encore un adversaire. Gérald. Subtil, ça, c'est bien. François Bayrou. Non. Olivier Faure. Non. Non. Il était ce matin à Sud Sur Radio. Sud Radio. Ah ben Oui. Non, mais lisez pas. Bonne réponse de Gérald. qui c'était Roland Lescure. Roland Lescure. Bravo. Bon, alors, je suis Bah, écoutez, non, Jean Dorido 6 et tout le monde à 3. Alors, pour une fois que je gagne le qui c'est qui l'a dit, les amis. Bravo, merci. Ça fait plaisir. Merci, les amis. Merci. Malgré la triche de Ménibus Bilger, ça va marcher. Non, mais là, ça a été elle n'a honnête. pas eu lieu. Non, elle n'a pas eu lieu. Non, là, ça a Ils ont été pas eu le honnête. temps, ils ont pas eu le temps. ça Non, va non, trop vite. excusez-moi, j'ai une nuance de langage. Elle n'a pas pu avoir lieu. C'est tout à fait Elle différent. n'a jamais eu lieu. Non, mais jamais, never. ça, Never ça. and never. On va bien ouais. entendre ça avec des C'est sous. qu'on est nul, on n'a pas Je réussi à la faire. Jamais. C'est nul. Je n'ai jamais triché avec Philippe Bilger. J'ai toujours parlé
parler dans le micro devant tout le monde. On n'a jamais triché. Excusez-moi, ça me rappelle une phrase. Je n'ai jamais eu. On n'a jamais triché. On a fraudé parfois. Non mais attendez. Ça me fait froid dans le dos. La phrase de Cécile. C'est pas vrai, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. Cécile, c'est le genre de nana, tu lui dis, mais pourquoi est-ce que t'es en retard? Et elle te répond, t'avais qu'à pas arriver à l'heure, tu vois. C'est ça. Joli. Ça, c'est Ségolène Royal. Je sais, oui, je l'ai déjà raconté. Gérald, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous embrasse très fort. Merci Gérald. Et c'est moi qui vous remercie beaucoup parce que vous êtes vraiment une super équipe. Et je vous attends en EHPAD dans une dizaine d'années. Je veux pas dire, mais il y en a certains. Dans une dizaine d'années. Mais vous pensez qu'on a quel âge? Il est excellent. J'adore ce qui me concerne. Une bonne fin de journée. On vous embrasse très fort, Gérald. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le journal et puis Rémi André pour la météo. Et Philippe David. On va partir du côté de Bucarest. Très bien. Allez, à pied? Non, en coup de gueule. D'accord, à tout de suite. C'est Jean-Marie Bordry. Sud Radio. Vous vous rendez compte? Vous êtes 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Continuez à rejoindre la vague du Parlons Vrai et surtout continuez à écouter Sud Radio. Parlons Vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il a dit temps instable. Oui. Il n'y a pas que le temps qui est instable. Dis donc, Philippe David, quand vous parlez à Rémi André. Non, parce que Rémi André, c'est un ancien militaire de la Royale, de la Marine nationale. Oui, alors. Donc vous y allez carré, court, bref. D'accord, ok. Parce que moi, quand je faisais des phrases à l'armée, mon chef de peloton me disait, mais ça, c'est de la tchatch fétide. Allez, au fait. Non, alors, ok, je vais faire comme vous. Taisez-vous. Allez, bienvenue dans les vraies voix autour de cette table. Philippe Bilger, Françoise de Gois et Jean Dorédo. Et vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Eh bien, on les écoute. Oui, bonjour, ici Arnaud de Vannes, pour dire qu'on est lassé de ce double langage globaliste. C'est une duperie lamentable. Donc quand on parle réarmement français, on parle pas réarmement européen. On sera incapable de se mettre d'accord. Cette Europe-là a prouvé son incapacité depuis plus de près de 30 ans. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et merci à Sud Radio de nous laisser parler. Avec plaisir, Arnaud. Malheureusement, le sujet est trop grave pour faire une vanne, mais... Pardon, mais ceci étant dit, je ne suis pas d'accord. Si j'ai bien compris, notre ami dit que l'Europe reste faible, qu'elle a toujours été. Moi, je crois que Trump va avoir cette... on lui devra une reconnaissance perverse, parce qu'au fond, il nous oblige à faire de l'Europe une force. Oui, je pense que c'est obsolète en fait la remarque de notre ami Arnaud. On dira peut-être ça quand ils achèteront des Rafales plutôt que des X-35, non? Mais je termine parce que déjà... Vous êtes obsédé par ça. Non, mais il a raison. Il a absolument raison. Non, c'est déjà obsolète. En un claquement de doigts. Excusez-moi, dans un claquement de doigts. C'est pour ça que je voudrais terminer, pour vous dire que c'est absolument faux ce que dit Arnaud. C'est-à-dire que l'Europe, ça y est, elle a bougé. Quand vous décidez de sortir les dépenses militaires de la règle des 3%, eh bien vous avez dans la foulée le chancelier allemand qui annonce 900 milliards d'investissements. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. 900 milliards d'investissements dans la défense. Donc, ça ne veut pas dire que l'Europe de la défense, on sait qu'elle n'aura jamais lieu. Je donne une idée, c'est 18 ans du budget français de la défense. D'accord, mais... Non, mais pour l'auditeur, ça ne veut rien dire, 900 milliards. Mais si, ça veut dire encore quelque chose, 900 milliards, n'exagérez pas, c'est 5% du PIB allemand. Mais si, écoutez, vous prenez les gens vraiment pour des andouilles. On a une idée. On en a quand même une idée. Donc moi, je trouve que déjà, c'est faux, et déjà, ça recommence. Voilà, donc... C'est la première fois que je vois l'Europe réagir comme ça après le Covid. Écoutez, moi, je suis plutôt d'accord avec notre auditeur. L'Europe, je me rappelle, et j'étais gamin, l'Europe, les partisans de l'Europe nous promettaient une prospérité incroyable, sensationnelle. On allait vraiment prospérer à fond. Là, les Français n'ont jamais été aussi précaires qu'aujourd'hui. Donc déjà, qui peut le plus peut le moins, mais qui ne peut pas le moins ne peut certainement pas le plus. Et envisager qu'une institution qui a été incapable d'assurer la prospérité de ses habitants soit capable demain d'agir de façon cohérente et ensemble pour des choses aussi graves que des conflits armés, c'est vraiment, alors là, c'est complètement ubuesque et c'est surréaliste. C'est le cas déjà. C'est le cas déjà.
Bien sûr, c'est le cas déjà. Je relance pas. C'est déjà absolument le cas. Vous avez des usines d'armement qui sont déjà en projet. Et effectivement, l'attribution des marchés publics sur le matériel, et c'est Philippe qui a raison, la règle des 3%, on sort les budgets de la défense des 3% et on va acheter du matériel européen, ça va très bien. Et ça, c'est en marche, donc ça va, quoi. Merci en tout cas à notre auditeur, bien entendu, Arnaud de Vannes. Et puis, dans un instant, il va leur remettre l'église au milieu du village, je vous le dis, madame, monsieur. Direction Bucarest. On a fait Moscou, Washington la semaine dernière. On voyage en ce moment, c'est bien. C'est un gros village quand même. Ah oui, allez, un gros village, oui, quand même. Tout de suite. Sud Radio. C'est André Berkoff qui est très heureux, comme tout le monde, de savoir que vous êtes 1 million à nous suivre sur YouTube. Et puis, venez nous écouter. Berkoff dans tous ses états, tous les jours, de midi à 14h, du lundi au jeudi. Et demain, vous serez 2 millions. Et nous serons encore plus heureux. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table des vraies voix, Jean d'Origeau. J'adore Jean d'origine, c'est bien. Jean d'origine, ce serait joli. Voilà, spécialiste, en tout cas docteur en psychologie et spécialiste de l'aide au sevrage tabagique et aux imbéciles, c'est ça, au sevrage des imbéciles. Le tabac, déjà, c'est beaucoup de job. Pour le reste, on fait ce qu'on peut. Philippe Bilger et Françoise Degois, bien entendu. Et dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous, bien sûr. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Bucarest, capitale de la Roumanie. Pourquoi Bucarest ? Parce que ce qui s'y est passé hier est purement et simplement hallucinant et n'a absolument rien à voir avec les méthodes d'un pays théoriquement démocratique. Et ce, depuis des mois. En effet, le 24 novembre dernier, un candidat indépendant, Calin Georgescu, est arrivé en tête à la présidentielle, contre toute attente, avec 22,94% des voix, se qualifiant de facto pour le second tour prévu le 8 décembre. Un second tour qui sera annulé 2 jours avant celui-ci par la Cour constitutionnelle, au motif que, accrochez-vous bien, le réseau social TikTok aurait servi d'outil de campagne en faveur de Georgescu. Bref, à en croire la Cour constitutionnelle roumaine, un réseau social de vidéos aurait fait basculer près d'un quart de leur électorat dans la nacelle d'un candidat. Une méthode digne du régime militaire algérien, lorsqu'il annula le second tour des élections législatives fin 91, début 92, pour la bonne et simple raison qu'il avait été largement battu. Le second tour a donc été annulé, donnant raison à Coluche quand il disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Mais on n'était pas au bout de nos surprises, puisqu'hier, la candidature de Calin Georgescu pour la présidentielle roumaine saison 2 a été annulée par la même Cour constitutionnelle sans la moindre explication, créant des manifestations et des affrontements devant le siège de la commission électorale. On reproche à Georgescu d'être pro-russe, mais le moins qu'on puisse dire est que la Cour constitutionnelle roumaine n'a pas oublié la citation du grand démocrate Joseph Staline. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes, remis au goût du jour par ce qui compte. Ce n'est pas les candidats, c'est comment on sélectionne les candidats. On est d'ailleurs en droit de se demander comment se passeront les présidentielles en 2027 en écoutant ceci. Attendons ce qui va se passer et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et que elles peuvent, et si on les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. C'était Thierry Breton juste avant les élections en Allemagne où les gens ont bien voté et où donc on ne revotera pas. Finalement, Bertolt Brecht était visionnaire quand il disait « Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple ». Ben alors, vous avez été très clair, mon cher Philippe, mais moi, vous pouvez me résumer quel est le problème. Un type arrive en tête au premier tour de l'élection, à 2 jours du deuxième tour, on dit on annule le deuxième tour. Et là, il présente les candidatures et on dit votre candidature n'est pas validée, pour quelle raison ? Il n'y a pas de raison, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a une raison, il y a une raison. Ils n'ont pas donné de raison, là. C'est parce qu'il est pro-russe, non ? Non, c'est pas ça, c'est qu'il a enfreint les règles électorales. Et les règles électorales sont très strictes et elles portent sur TikTok. Moi, je ne dis pas qu'il y a raison ou qu'il y a tort, il y a l'appel qui a lieu demain à 17h. Donc on verra bien. C'est ça, ça ne sert à rien de dire que TikTok fait voter 23% des gens, c'est dingue. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un réseau social qui s'engage de façon illégale, c'est exactement ce qu'a fait Musk avec l'Allemagne, et ça ne s'est pas passé parce que finalement, ça s'est fait au détriment de l'AfD. Vous avez tout le week-end de silence électoral où X a diffusé des plateformes dans lesquelles on voyait des migrants expulsés, mais dans des
candidat. À partir du moment où vous avez un candidat qui utilise de façon illicite un réseau, eh bien, il est normal que ce candidat soit, comment dire, moi j'attends l'appel de 17h demain. Mais vous ne pouvez pas dire, il est tout blanc, c'est génial. J'ai pas dit qu'il était tout blanc, je ne connais pas, mais la méthode me semble quand même pour le moins scandaleuse. Je comprends très bien, mais vous mettre ça sur le plan de l'Algérie et du fils, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils avaient annulé les élections en Algérie. Mais sur le fait, d'accord, ne faites pas un sophisme, me dites pas tous les hommes sont mortels, or Socrate, tous les chats sont mortels, sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat, ne faites pas un sophisme, je vous parle pas de ça, je vous dis qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'Algérie et la Roumanie aujourd'hui. Il a commis des fraudes. Est-ce que c'est TikTok? Mais c'est pas le problème de TikTok, c'est l'utilisation des réseaux sociaux hors du temps légal, mais c'est de la désinformation sur un réseau social. Vous ne pouvez pas faire... C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est un fait que ça pose vraiment la question de la capacité des États souverains à réguler le contenu de ces réseaux sociaux. Voilà. C'est ça le vrai sujet. On a notamment l'ARCOM, alors on en parle beaucoup ces derniers temps. Maintenant, c'est un fait qu'on va... ça nous pend au nez, on va avoir le souci un de ces jours avec ces réseaux sociaux. On a un problème avec ça. On a un problème. Quand vous discutez avec les Républicains, ils vous disent, on peut pas... Je discutais l'autre jour avec Xavier Bertrand, on ne peut pas organiser de primaire, parce qu'on risque de se faire enfumer, tronquer par les Russes, voilà. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, la fois en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un chiffre très inquiétant et un record. Plus de 60 000 patrons étaient au chômage en 2024. 60 852 chefs d'entreprise sans emploi, soit en moyenne 166 de plus au chômage chaque jour. Bilan communiqué par l'Observatoire GSC de l'emploi des entrepreneurs et la société spécialisée Altares. C'est un record depuis que ces deux entités font cette mesure annuelle. En 2015, ça représente une hausse de 18% sur un an. Particulièrement touché les petites entreprises de moins de 3 salariés, le BTP, l'immobilier, les transports. Et on ne parle pas que de jeunes entreprises qui venaient de voir le jour. Dans un tiers des cas, ces entreprises qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière avaient au moins 10 ans. Pour en parler, nous sommes avec Charles-Henri Carboni, qui est administrateur judiciaire, donc spécialisé dans ces situations de crise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Charles-Henri Carboni, comment ça s'explique ce chiffre? Est-ce qu'il vous surprend déjà? Pas du tout. Alors, on va essayer de ne pas assommer vos auditeurs avec des pelletés de chiffres, mais juste facile à retenir. L'augmentation que vous avez constatée sur le chômage des dirigeants entre 2023 et 2024, c'est plus 18%. Il se trouve que le nombre de défaillances d'entreprises entre 2023 et 2024 est passé de 57 000 à 67 000. Et j'ai fait le petit calcul rapidos, c'est 18% aussi. Donc en fait, il y a une corrélation directe entre les défaillances d'entreprises et la perte d'emploi des dirigeants. Quelques remarques. D'abord, ces dirigeants dont on parle, c'est vraiment très PME, TPE. Si vous faites des comparaisons avec il y a 10 ans, vous verrez que les chiffres étaient beaucoup, beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'auto-entrepreneurs entre-temps. Et donc, quand on parle de patron, attention à la définition de patron. Parce qu'on a patronisé des gens qui étaient avant des salariés. Donc, il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Donc, mais une autre remarque, c'est que je parlais des défaillances d'entreprise, si vous êtes anté-Covid en 2018, et c'est là que vous allez trouver la vraie raison des défaillances et donc corrélativement des dirigeants, 2018, c'est 42 000 faillites. C'est à chaque fois les trois quarts de liquidation, un quart de redressement judiciaire. Nous, on s'occupe plutôt des redressements judiciaires, pas du tout des liquidations. Mais en tout cas, vous voyez qu'on passe de 42 000, qui était la moyenne habituelle sur les 10 années qui ont précédé. Et avec le Covid, vous arrivez au quoi qu'il en coûte. Et donc, 2020, 21, 22, il y a beaucoup moins de faillites que dans ce qui était normatif à 42 000 jusqu'en 2019. Et puis tout d'un coup, vous avez un saut en 2023-2024. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train de rattraper le retard que vous avez accumulé pendant le quoi qu'il en coûte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 2 facteurs qui se conjuguent, et j'en aurais terminé, en tout cas sur la présentation générale. 2 facteurs qui se conjuguent. Petit 1, les PGE, il y avait un moratoire de 2 ans avant de commencer à les payer. Ça a commencé 2023-2024. Et tiens, comme par hasard, c'est là que les défaillances augmentent. Et deuxième chose, vous avez l'URSSAF qui était je mets les relances et les mises en demeure sous le tapis et j'attends des jours meilleurs. Et donc là, c'est en train de ressortir. Et nous, ce qu'on voit dans les tribunaux de commerce, c'est que depuis quelques mois, depuis 1 an, 6 mois, enfin c'est plus fort depuis 6 mois,
Les dossiers qui arrivent au tribunal, ce ne sont pas ce qu'on appelle des déclarations d'état de cessation des paiements, c'est-à-dire une démarche volontaire du dirigeant qui vient chercher du secours au tribunal de commerce, mais des assignations URSSAF qui ressortent par wagon en ce moment. Et c'est ça qui vient embouteiller les tribunaux en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on aime chez... Voilà ce que ces chiffres m'inspirent. C'est ce qu'on aime chez vous, Charles-Henri Carboni, c'est la clarté. Voilà, c'est ça qui est bien. Rien à dire. Regardez, on est un peu... il a tout dit. Il est un très bon professeur. Merci mille fois. J'espère quand même qu'on n'aura jamais affaire à vous. C'est tout ce qu'on se souhaite. On est d'accord? On est des gentils, nous on aide les gens. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on va se tenir à flot en attendant, et on va payer l'URSSAF. Faites-moi penser à ça, Félix, d'ailleurs. Si vous oubliez, ils s'en changeront. Pas d'inquiétude à se faire. Merci mille fois, Charles-Henri Carboni, administrateur judiciaire. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe J'ai parlé de la petite Evaëlle. Françoise Degois. Le genou d'Antoine, bien sûr. Jean Dorido. Et l'explosion des agressions sexuelles dans les transports en commun. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Nous sommes, comme tous les jours, en direct jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, on râle beaucoup, nous, ou pas, les vraies voix? On râle pas mal quand même. On râle un peu quand même. Ça fait du bien. Durant la pause. Mais il y a des sérénités tout de même qui apportent. C'est vrai que pendant la pause, on râle beaucoup quand même. Oui, mais on est quand même assez mesuré. On n'est pas dans la caricature du débat de certains plateaux débiles. On râle et certains mangent. On ne râle pas pour râler. On râle parce qu'on n'est pas écoutez, mais vous êtes vraiment un faux derche. Vous apportez des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Ok, je suis d'accord. Mais vraiment, vous apportez des bonbons, du bon bec, vous distribuez du bon bec partout. Du et sucre, d'un seul encore coup, du sucre. Ouais. Évidemment, vous lâchez vos copains à l'antenne. C'est dégueulasse. Je vous le dis juste. Hein. C'est mal. À croire que j'aurais outé les gens sur un truc hyper grave. Non, mais moi, hyper grave, bien sûr. Moi, j'arrête pas de dire oui, il faut pas manger des bonbons, c'est pas bon pour les dents, et vous nous balancez. Ok, très bien. Je le saurai. Je vais le noter dans mes calepins. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. On est convoqué à table ronde. Oula, le pognon, à la limite, on cracherait pas dessus, mais là, c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On est déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. De l'actualité. Bravo Maxime pour ce nouveau jingle. Il a fort Maxime. C'est le Mozart du jingle. Il est bon Maxime. Et vous avez remarqué, plus il peut se foutre de nous, plus ça l'amuse. Mais en plus, on aime ça. Il est très bon. Et il échappe à Rocco Siffredi, il est gentil. Non, mais ne le relancez pas, Philippe. Non, mais je sais qu'il est correct. Faites attention. Je trouve que c'est un peu court. Allez, le tour de table de l'actualité. Vous voulez parler du procès suite au suicide de la petite Evaëlle, 11 ans. Je suis, d'une certaine manière, très heureux qu'il y ait un procès de l'enseignante parce qu'on saura exactement la vérité. Évidemment, le suicide de cette petite fille de 11 ans dans un autre établissement que celui où, disait-on, elle avait été harcelée par l'enseignante est une tragédie. On n'imagine pas ça. C'est terrifiant. Mais je voudrais non pas contredire l'excellent point de vue psychologique de Jean tout à l'heure, approuvé par la plupart d'entre vous, je constate simplement que l'enseignante, là où elle était, conteste absolument les faits et les propos qui lui sont prêtés, et je voudrais insister sur un point qui est lié sans doute à un problème de génération. Moi, j'ai été élevé par une mère que j'adorais, mais au fond, qui avait des valeurs, des principes assez durs. Je n'en ai jamais pâti et je me demande si aujourd'hui, parfois, on n'a pas de mal à faire le départ entre une éducation scolaire, une autorité peut-être un peu rude et très vite ce qu'on qualifie d'harcèlement. Moi, je suis un peu inquiet là-dessus. Je ne dis pas parce que je pense que une certaine éducation qui
à la limite, ne fait pas dans la mièvrerie, peut avoir son utilité, même si je n'ai jamais connu ce que vous avez évoqué de manière très ponctuelle. Jean Dorido. Oui, non, alors écoutez, Philippe, merci de me donner cette occasion de rappeler à quel point il faut faire très attention à ce qu'on pourrait appeler du darwinisme social. Charles Darwin, pour rappel, c'est l'évolution naturelle, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que vous mettez même des bactéries, des êtres vivants, nous autres Homo sapiens, on est résultat d'une sélection naturelle. Donc les plus faibles éléments de l'espèce, ils meurent, et donc on sélectionne comme ça petit à petit, ne survivent que les plus forts. Et ça, il faut faire très attention de ne surtout pas l'appliquer aux méthodes éducatives, parce que ce que vous évoquez, bien sûr qu'il y a des personnes, on en a parlé même hors antenne, qui ont été humiliés de façon sévère par des professeurs indignes et qui ont réussi à devenir résilientes, ces personnes, et tant mieux. Pour autant, quand une personne est fragile, et Dieu sait qu'on est fragile à 11 ans, comme cette jeune fillette Eva-Elle, eh bien les éléments les plus fragilisés peuvent commettre l'irréparable. C'est ce qui s'est passé pour cette petite fille, pour Eva-Elle, et c'est un fait qu'il y a des professeurs, ça existe, qui sont extrêmement cassants, qui sont extrêmement humiliants, qui sont méchants, violents, toxiques, tout ce qu'on veut. C'est absolument indigne, et ça n'est pas normal, ça n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que ces personnes cessent de sévir, et que lorsqu'elles ont commis l'irréparable, elles soient punies, parce qu'il y a une justice en France. Et moi aussi, si j'ose dire, je me réjouis de ce procès, et j'attends la décision de justice, qu'elle soit juste pour la mémoire de cette petite fille et de ses parents, à qui je pense profondément. Rappelons quand même que cette petite était non seulement harcelée par les élèves, mais aussi par... humiliée par sa professeure. Peut-être qu'elle aurait dû la protéger. C'est la faiblesse qui se renforce parfois. Moi, j'entends ce que dit Philippe. Je pense que la stratégie, une bonne claque et une bonne humiliation, ça ne marche plus. Et je suis très heureuse que nous évoluions. Moi, je viens d'une génération où on a tous été élevés. Eh ben, c'est pas génial. Et j'ai pas du tout envie, c'est pas parce qu'on est mal élevé ou pas, mais c'est hors de question de mettre des mômes en pension, hors de question de mettre des gifles à des mômes, hors de question de brutaliser des mômes. Et c'est pas pour ça que la société va devenir mièvre. Ce n'est pas pour ça qu'elle va devenir mièvre. Au contraire, je pense que donc moi, ce qui m'inquiète sur le procès, je ne sais pas, je le regarde ce procès. Il faudrait pas non plus que ce soit une vengeance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très émotionnel. Une petite fille qui se suicide, on met en lien le professeur. Je ne suis pas en train de défendre la professeure, hein, mais je veux dire attention quand même. Elle nie, hein. Oui, elle nie, et attention aussi à ne pas condamner. Enfin, je ne sais pas, mais déjà la culpabilité qu'elle doit ressentir est déjà en soi une punition. Oui, mais dans ce dossier, est-ce que la professeure, en tout cas, d'accord avec vous, son rôle n'était pas de la protéger, déjà du harcèlement qu'elle plutôt que de l'humilier en plus. Qu'elle l'a jamais vu. Alors, elle a peut-être a-t-elle honte de ce qu'elle n'a pas fait. La justice va passer, manifestement. Il y a des témoignages de gamins qui étaient dans le collimateur aussi, et c'était vraiment récurrent chez cette dame. Elle avait des têtes de turc, c'était sa méthode éducative à elle, d'humilier les plus faibles. On va pas faire le procès. Merci beaucoup Philippe Bilger. La rupture des ligaments croisés d'Antoine Dupont. Je mets très vite le genou d'Antoine, hein, parce que c'est notre star nationale, c'est probablement un des sportifs avec Léon Marchand les plus adorés. On a souffert pour lui, vraiment contre le match d'Irlande, quand on a compris vraiment que ça avait l'air d'être grave, voire très grave. 6 mois à l'arrêt, de la rééducation énorme, 4 à 5 heures par jour. Et voilà, et je voulais votre avis, parce que moi je pense que c'est un fait de jeu, finalement. Est-ce que effectivement il a été chargé par les joueurs irlandais? En tout cas, je vous pose la question, Philippe David, vous avez... Sachant qu'ils ont blessé un Sudaf un peu dans les mêmes circonstances, pour pas dire dans les mêmes circonstances, j'ai quelques doutes, soit dit en passant. Il a eu de très jolies formules très vite. Je suis beaucoup plus atteint au cœur qu'au genou. Mon corps est plus blessé que le genou. Et il pleurait lors de la mi-temps, mais ça a donné un punch à l'équipe de France. Allez, et on en profite pour dire, Maxime, pour ce soir. On y reviendra ce soir avec François Trio et toute son équipe dans les Voix du foot à partir de 20h. Voilà, comme ça vous aurez une analyse complète, Françoise. Jean Dorido, comment rétablir ce que les politologues appellent un contrôle social positif et efficace? Écoutez, oui, parce que c'est une étude qui vient de sortir de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. C'est assez effrayant, le nombre d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel dans les transports explose
explose littéralement. On est à plus 86% en 10 ans de jeunes femmes. Elles ont souvent moins de 30 ans. Il y a même des mineurs, plus d'un tiers de mineurs qui expliquent à quel point elles sont harcelées, agressées. Et c'est un fait. Vous pouvez faire le test autour de vous. Je suis complètement effrayé de voir le nombre de femmes autour de moi quand je leur demande, qui me disent mais oui, bien sûr que j'ai croisé un exhibitionniste dans le métro, un frotteur dans le bus. C'est absolument ahurissant et c'est un fait qu'il nous manque de ce qu'on appelle du contrôle social, c'est-à-dire que les caméras de surveillance, tout ça c'est très bien. Pour autant, c'est comment le groupe, la société civile, la collectivité que nous formons fait corps. Et là, on peut terminer sur un point positif quand même, parce que c'est un fait. Ces jeunes femmes expliquent que pratiquement une fois sur 4, elles sont 23% à dire qu'elles ont été aidées par l'intervention de tiers. Dites-moi monsieur, mais ça va pas la tête, arrêtez ça tout de suite. Et ça augmente parce que c'était 10% seulement en 2016. Donc restons soudés, voilà. Bravo aux personnes qui osent intervenir pour protéger nos congénères. Mais vous parlez pas que des frotteurs, là, vous savez, ce qu'on mettait en cause, c'est pas uniquement des véritables agressions. Ah bah bien sûr, il y a les agressions sexuelles, les à différents niveaux. À différents niveaux, bien sûr. En tout cas, je ne m'imaginais pas à ce point-là. Merci à tous ceux qui effectivement ont ce courage d'aider celles et ceux qui... On aide beaucoup plus qu'on le dit. Absolument, je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour ces sujets. Dans un instant, on va revenir sur cette information terrible. Près d'1 millier de civils tués en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénonce un nettoyage ethnique visant chrétiens et alaouites. Alors parlons vrai. Est-ce que les pays occidentaux ont été naïfs en saluant l'arrivée au pouvoir du nouveau régime syrien? Et à cette question, la Syrie est-elle tombée dans les mains des islamistes? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Randa Kassis est avec nous, président de la plateforme Astana et auteur du livre Le chaos syrien, coécrit avec Alexandre Deldal. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ce qui se passe, ce qui s'est passé et Ahmed El-Shara? Oui, bonjour, bonsoir ici, puisque je suis en Jordanie. Mais oui, bien sûr, il y a un lien entre les deux. Il faut savoir, c'est un véritable pogrom. C'est de toute façon dans l'idéologie de Al-Jolani, et je préfère de l'appeler Al-Jolani parce qu'il est toujours Al-Jolani. C'est pas parce qu'il a changé son nom, tout à fait, son nom. Il y a 3 mois, quand ils sont autoproclamé président, qu'on doit vraiment être naïf et le croire. Ne bougez pas. Ne bougez pas, on va en parler dans un instant. On va faire un débat. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio. Ça y est, nous y sommes. Vous êtes désormais 1 million d'abonnés à notre chaîne YouTube Sud Radio. Un grand merci pour votre confiance et continuons de parler vrai sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est la dernière ligne droite des vraies voix ce soir avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les plus violents combats depuis la chute de Bachar al-Assad. Face à face à l'attaque qui est dans le nord-ouest du pays, les forces loyales à l'ancien président syrien et l'armée du nouveau pouvoir islamiste. Prise au piège entre les deux, les civils. Au moins 1000 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis la prise du pouvoir en décembre dernier par le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, leader du groupe islamiste radical sunnite HTC. C'est vraiment un acte de vengeance contre une communauté qui est considérée comme ayant été le pilier du pouvoir des Assad, et également une haine religieuse qui s'exprime, puisque pour les islamistes, les djihadistes, les alaouites sont des hérétiques qu'il faut éradiquer. Et près d'1 millier de civils tués à l'ouest de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle d'un nettoyage ethnique. Des alaouites et des chrétiens semblent avoir été ciblés en représailles après une insurrection des partisans de l'ancien régime El-Assad. Alors parlons vrai, est-ce que la Syrie peut redevenir un foyer du terrorisme islamiste? Et à cette question, la Syrie est-elle tombée dans les mains des islamistes? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Randa Kassis est avec nous, présidente de la plateforme Astana
auteur du livre Le chaos syrien et coécrit avec Alexandre Delval. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. J'adore les pauses dans les vraies voix parce qu'en ce qui me concerne, j'y apprends des choses qui vont me permettre de briller après. Vous êtes optimiste. Oui, mais plus sérieusement, je me demande si face au bouleversement du monde, et notamment dans ces mondes-là, on n'est pas en permanence mal préparé et d'une lucidité très relative. Je pense aux talibans qu'on avait estimés, enfin en tout cas notre ancien ministre modéré à l'origine, et qui sont devenus le pire par rapport à ce qu'on craignait. Et il y a ce qui se passe en Syrie où évidemment on espérait un tout petit peu à l'origine, enfin quand on ne connaît pas à fond ce milieu comme moi, en se disant là on a quelqu'un qui semble moins idéologue, moins fanatique que dans d'autres pays. Et j'apprends qu'en réalité, ce ne serait pas lui qui mettrait en œuvre les massacres des Alaouites, mais que ce serait des bandes en quelque sorte internes qui régleraient leur compte au détriment des chrétiens et des Alaouites. Alors, bien sûr, j'attends avec impatience les analyses de notre invité. En tout cas, je me demande si on ne pêche pas en permanence par un optimisme, parce qu'on a tellement connu de déceptions. Dès qu'une lueur d'espoir arrive, on fonce dessus. Oui, c'est tellement complexe la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, je vérifiais, mais on le verra avec notre invité, il y a 500 groupes armés en Syrie. Je ne sais pas si on se rend compte exactement de ce que ça représente. Il y a une compétition sourde en plus entre le nouveau pouvoir et Al-Qaïda. Il y a aussi dans l'armée, en réalité, du nouveau pouvoir, des éléments extrêmement radicalisés qui veulent faire rendre gorge, au sens premier du terme, aux Alaouites. Et tous les Alaouites, d'ailleurs, mais ça, elle nous le confirmera, ne sont pas des pro-Assad non plus. Donc on est dans une espèce de complexité. Et c'est vrai que la communauté internationale, elle a été plutôt ouverte sur l'idée d'avoir ce nouveau dirigeant qui promettait de protéger toutes les minorités. À partir du moment où ce massacre a eu lieu le 6 ou le 7 mars, c'est terminé. Il a perdu un crédit immense. C'est ça la question. Vous savez qu'en Syrie, je ne sais pas, vous allez me confirmer, je lisais un papier ce matin, les fonctionnaires ne sont plus payés depuis 3 ou 4 mois, a priori. Donc on a en plus une révolte sociale, on a un corps social révolté, on a des minorités effrayées qui se cachent, les Alaouites et les chrétiens, et on a des combattants radicaux qui échappent au nouveau pouvoir. Jean Dorido. Oui, non, alors pour compléter ce qui vient d'être dit, oui, moi, une question, si vous voulez, pour tenter d'y voir un peu clair, parce que c'est vrai, quand on n'est pas de ces régions-là, c'est très très compliqué à comprendre. Françoise a raison, il y a tellement de bandes armées, tellement de courants différents qui tous luttent pour le pouvoir. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est que c'est un fait, manifestement, il y a des populations martyrisées qui sont notamment les Alaouites et les chrétiens. Et c'est vrai que les Alaouites, c'est vraiment la lignée, si vous voulez, de l'islam de Bachar el-Assad, et qui sont depuis toujours, je dirais, vraiment en bonne intelligence avec les chrétiens en Syrie. Et du coup, j'aimerais comprendre si ce qui se passe en ce moment, c'est une vengeance du nouveau régime contre finalement les anciens alliés de Bachar el-Assad, ou si c'est effectivement davantage des bandes armées, voilà, qui sont en train d'essayer de faire tomber l'actuel dirigeant pour prendre sa place. Randa Kassis, avant de répondre à l'ensemble des vraies voix, une question. Quand Kaboul était tombé aux mains des talibans, le département d'État américain et Jean-Yves Le Drian avaient parlé de talibans inclusifs. Quand Al-Joulani est arrivé au pouvoir en Syrie, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait parlé de gouvernement inclusif. Même cause, mêmes effets, mêmes erreurs en Afghanistan ou en Syrie? Oui, tout à fait, les mêmes erreurs. Et je vois que en France, ils sont toujours en train de commettre des erreurs, parce que je me rappelle très bien, c'est celui Al-Joulani qui était le leader de Jabhat al-Nusra en 2013. Quand il est, lui, avec son groupe, quand il est entré dans un village chrétien, Maloula, il a massacré, ou il a tué, égorgé quelques chrétiens, kidnappé quelques nonnes. Celui-là, le même, qui était, on va dire, pas félicité, mais que à l'époque c'était le ministre des Affaires étrangères Fabius qui acceptait Joulani comme un leader, et il disait, et pourquoi pas Jabhat al-Nusra,
de prendre le contrôle de la Syrie à la place du gouvernement. Le problème, c'est que les leaders, si je peux oser de dire leaders, parce que je crois qu'il n'y a plus de leaders en Europe, mais bon, les présidents qui sont en Europe, ils simplifient beaucoup la complexité de problèmes syriens. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les minorités en fait alaouites ou chrétiennes, il y a aussi les Druzes, il y a les Kurdes qui ont une autonomie, les Kurdes une auto-administration. Voilà, moi je crois depuis le début, j'ai toujours parlé, j'ai toujours cru à une autre solution, c'est la solution de l'État fédéral, parce que pour maintes raisons. La première raison, c'est qu'un pays avec beaucoup de minorités qui font, à l'époque et avant aussi le début, je parle avant 2011, le début de la révolution syrienne, il y avait quand même 30 à 35% des minorités ethniques et confessionnelles qui sont laïques. Pourquoi laïques? Parce que c'était une question de survie. Alors, ils sont laïcs, les Kurdes sont laïcs, les autres aussi sont laïcs, c'est la laïcité qui les protège. Sans oublier qu'il y a aussi des sunnites qui sont laïcs, plus des sunnites qui sont beaucoup, même s'ils sont religieux, mais qui veulent aussi séparer la religion de l'État. Alors tout cela, on parle tout simplement, on peut arriver à 40-45% facilement en Syrie avant 2011. Après la révolution, bien sûr, ça a été instrumentalisé par un régime qui n'a pas, on va dire, n'a pas fait la différence. Hein. Il a tué l'alawite comme il a tué le sunnite. N'importe qui s'opposait à lui, il le tuait. C'était pas un sectaire, mais il tuait ses opposants. Que maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on a le même, à peu près, un autre régime, mais qui est on va dire, il tue les minorités, mais il va aussi tuer le musulman laïque, le musulman le plus modéré et le moins... J'ai vraiment une question. Randa Kassis, les vraiment des questions pour vous, Françoise Legoix. Vous dites le régime qui tue. Est-ce que, parce que évidemment que sa nouvelle virginité, en tout cas politique, et c'est très bien que vous rappeliez le curriculum vitae de ce dirigeant, bien sûr, mais sa nouvelle virginité politique, il la doit à une seule phrase: nous allons protéger les minorités. Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où il cherche l'aide internationale, c'est vraiment le régime qui a tué, ou bien c'est des bandes à l'intérieur de son armée? Parce que c'est le plus important, c'est de savoir qui a commis ces crimes. Parce que ces déclarations ne vont pas du tout dans ce sens, en tout cas. Mais voilà, c'est ça le sujet. Il a besoin de l'aide internationale. Moi, je vois bien les déclarations de l'ONU depuis ce week-end, etc. Tout le monde est en train de refluer. Donc, soit il est complètement con, bête, ce que je ne crois pas, soit il est débordé. Est-ce qu'il est débordé? Écoutez, c'est-à-dire, Jolani, on peut pas le séparer. On peut pas se séparer Jolani de ces hommes. Ces hommes, de toute façon, ont fait de Jolani le président actuel. Alors, on peut pas les séparer les deux. Bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il peut pas contrôler. Il a une idéologie. Bien sûr, il n'est pas si con. Pour lui, il voulait attendre beaucoup plus longtemps, au moins pour avoir cette virginité, parce qu'il l'a pas. Il l'a toujours pas. Bien sûr. Mais pour avoir cette virginité, il a besoin de la levée des sanctions. Il a besoin quand même de l'argent pour mais là, il a reculé. L'économie du pays. Il y a plus de 90% qui sont sous le seuil de pauvreté. Comme vous avez dit, alors il y a des fonctionnaires qui n'ont pas touché leur salaire, et il faut aussi j'aimerais bien aussi préciser qu'il y a beaucoup des fonctionnaires alaouites qui ont été virés de leur emploi, tout simplement parce qu'ils étaient alaouites. C'est pour cette raison. Alors déjà, il est basé sur un sectarisme. Ce terroriste qui essaye d'acheter une virginité, il est basé sur ce sectarisme. Ces hommes, quand ils parlent d'un gouvernement inclusif, moi je vois pas de gouvernement inclusif. Moi ce que je vois que des hommes, en fait, entre les radicaux, les plus radicaux, moins radicaux, moins radicaux, et voilà,
Le HTC, c'est pas un téléphone. Oui, voilà. Non, excusez-moi, je détends un peu l'adversaire, mais vous avez raison dans ce que vous dites. J'ai parfois l'impression que lorsqu'on considère l'état de ces régions et le désordre, les violences, une forme de désespoir pour celui qui observe ça. À votre avis, est-ce qu'il y a des relèves possibles avec des gens bien ? Pardon d'utiliser cette expression un peu passe-passe. Est-ce qu'il peut y avoir de l'espoir dans une génération ? Est-ce qu'il y a des possibilités de remplacement ? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, il y a nous, il y a moi, il y a les autres, il y a beaucoup de politiques. Je travaille avec les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, les Kurdes pour fonder et pour créer un État fédéral, ce que nous croyons tous que c'est la solution pour la Syrie. Oui, il y a bien sûr de l'espoir. Sinon, de toute façon, je serais pas là en Jordanie. Je serais pas allé en Syrie et risquer ma vie que je suis contre Jolani. Voilà, bien sûr, il y a de l'espoir. On est en train de travailler. C'est pour cette raison. Mais des gens valables. Non, mais oui, voilà, moi, ce que je souhaite, qu'il faut pas encore ne commettez, pour l'Europe, je parle certainement, bien sûr, pour les présidents européens, il faut pas commettre les mêmes erreurs qu'avant. Il faut nous laisser travailler. Il faut pas croire en Jolani, parce que si aujourd'hui il a acheté cette eau, il est en train d'acheter une virginité qui s'appelle Al-Shara, dans quelques temps, quand il sera installé profondément et il aura tout le pouvoir en Syrie, eh ben, il n'aura plus, de toute façon, il sera à nouveau Al-Jolani, Abou Mohamed Jolani. Merci beaucoup, Randa Kassis, pour cette pertinence. Présidente de la plateforme Astana, auteur du livre Le chaos syrien, coécrit avec Alexandre Delval. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe d'être là tous les jours. Merci Françoise de Goua, à vous aussi. C'était un vrai plaisir. Et merci Jean Dorido. On embrasse Joseph, bien entendu. On embrasse Joseph, bien sûr. Merci Aude, merci Maxime, merci Nelly, merci Justine, merci Félix Mathieu, merci Philippe David. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. On va parler d'une belle association de lutte contre le cancer qui s'appelle Hope, et on parlera ensuite avec du football pour les personnes de petite taille et en situation de handicap. Notamment. On vous souhaite une très belle émission. En attendant, on se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David et les vraies voix. À demain, salut. C'est Stéphane Simon. Sud Radio. Alors vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors merci et merci encore. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour parler vrai sur Sud Radio. Pour samedi chez Leclerc, on a besoin de raisins pour